parler immigration maintenant dans BFM Story. On va parler précisément de ce qui se passe en Grande-Bretagne, où le Parlement a adopté un projet de loi controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Alors c'est une expulsion moyennant rétribution. Les débats ont été houleux, ils ont duré de longs mois. On va regarder précisément ce qui est prévu dans ce partenariat avec notre séquence Les Éclaireurs, avec François Capillan. Bonsoir François. Que dit donc exactement l'accord passé entre Londres et Kigali? Alors déjà hier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a assuré que son gouvernement était prêt à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda d'ici 10 à 12 semaines, c'est-à-dire aux alentours de juillet, bien avant les élections législatives prévues d'ici à la fin de l'année. Le gouvernement qui aurait déjà réservé des avions, mobilisé des centaines de personnels, notamment des juges, pour traiter rapidement les éventuels recours, il y en aura évidemment, et débloqué 2200 places en détention pour eux, en attendant que leur cas soit étudié. Dans le texte adopté la nuit dernière, le Rwanda est défini comme un pays tiers sûr pour les droits humains, comprenez, alors même qu'Amnesty International, par exemple, documente là-bas des cas de détention arbitraire, de torture ou encore de répression des libertés d'expression comme de manifestation. Mais qu'importe, pour le gouvernement britannique, donc, Kigali sera bel et bien en charge d'une opération de sous-traitance, en quelque sorte, d'externalisation, à savoir examiner les demandes d'asile des personnes envoyées par Londres, sachant que, quelle que soit l'issue, elles ne pourront pas revenir au Royaume-Uni. Le texte prévoit qu'en théorie, elles ne pourront pas non plus être renvoyées vers leur pays d'origine. Cet accord, signé pour 5 ans, est un bon investissement. Je cite le Premier ministre britannique, qui ne communique toutefois pas de coût total, contrairement à l'organisme britannique des dépenses publiques, qui, dans un rapport, estime que le projet pourrait dépasser l'équivalent de 580 millions d'euros versés au Rwanda par le Royaume-Uni, qui paierait ainsi 2 millions d'euros pour chacun des 300 premiers migrants expulsés, lesquels migrants, eux, recevraient l'équivalent de 3 500 euros. Ceux dont la demande serait acceptée pourraient obtenir le statut de réfugié, rester au Rwanda. Les autres pourront demander à s'installer au Rwanda en invoquant d'autres motifs ou demander l'asile dans un autre pays dit pays tiers sûr. Ce qu'on ne sait pas, qui est pourtant essentiel, c'est dans quelles conditions les migrants expulsés au Royaume-Uni seront hébergés au Rwanda. Voilà pour ce point précis. Merci François Capillan. Patrick Stefanini, bonsoir. Si on comprend bien, l'idée c'est donc de mettre dans un avion assez rapidement, peut-être dans les jours qui viennent, des demandeurs d'asile qui vont aller vers le Rwanda, et c'est au Rwanda qu'ils devront déposer leur demande d'asile. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, ils n'auront plus le droit de bouger du Rwanda, puisqu'ils devront rester sur place. Ça permet, nous dit-on, de dissuader les traversées de la Manche. Vous y croyez ? Alors, il faut bien voir que le Royaume-Uni, comme la plupart des pays européens, sont confrontés à un afflux de demandeurs d'asile. Dans l'Union européenne, l'année dernière, on a enregistré plus de 1 140 000 demandes d'asile. On n'est plus très loin du pic de 2015, où on avait enregistré 1 300 000 demandeurs d'asile. Et tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne, partagent un souci. Ils ne veulent plus que les demandeurs d'asile mettent le pied dans la porte, j'emploie une expression un peu imagée, et puissent, en arrivant de manière illégale sur leur territoire, au prétexte du dépôt d'une demande d'asile, rester ensuite indéfiniment sur leur territoire. Avec la difficulté de les expulser ensuite. Absolument. Et pour ce faire, il n'y a que 2 solutions. La première, c'est celle que pratique la France dans les aéroports internationaux, par exemple à Roissy, c'est placer ces demandeurs d'asile dans une zone d'attente internationale où leur demande d'asile est examinée, et ensuite, si elle est rejetée, ils repartent. Donc, physiquement, ils sont en France, mais juridiquement, ils ne sont pas en France. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est celle que le Royaume-Uni veut mettre en œuvre, mais c'est celle qui figure aussi dans le pacte européen sur l'immigration et sur l'asile, dont je rappelle qu'il a été adopté solennellement par le Parlement européen il y a 3 semaines, c'est-à-dire le renvoi vers ce qu'on appelle un pays tiers sûr. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on peut critiquer. Ça va concerner combien de personnes, à votre avis Le Premier ministre britannique dit qu'il est prêt très rapidement, dans l'espace de 2 ou 3 mois, à renvoyer vers le Rwanda environ 300 personnes. Et en effet, ça n'est pas à la mesure du problème d'immigration. On n'est pas plus dans le coût électoral que dans le règlement du problème de l'immigration. C'est peut-être pour faire peur à ceux qui voudraient venir, pour les dissuader. On est dans les deux. On envoie un message de dissuasion.
Par ailleurs, je rappelle que cette histoire de renvoi au Rwanda avait été imaginée par Boris Johnson et ensuite repris par tous les premiers ministres conservateurs, que le premier ministre Rishi Sunak, au départ, il n'était pas très favorable, mais que maintenant, il est le patron de la majorité. Le débat a duré 2 ans. Hein, voilà, maintenant, il est le patron de la majorité, donc il est obligé, si j'ose dire, de suivre ses troupes. Mais encore une fois, il faut bien voir que ce que fait le Royaume-Uni, ça n'est pas très éloigné. De ce qu'on va faire, nous aussi, au sein de l'Europe. Au sein de l'Europe, il n'est pas évident qu'on... Ça veut dire quand vous dites, pour qu'on explique bien le pacte qui vient d'être voté, c'est-à-dire que on va renvoyer où les migrants, pas forcément dans leur pays d'origine? Prenez l'exemple de l'Italie. L'Italie, en quelque sorte, en avance sur l'application du pacte, a conclu, comme vous le savez, un accord avec l'Albanie. Et pourquoi est-ce qu'elle a conclu un accord avec l'Albanie? Parce que l'Albanie, c'est un pays qui est candidat à l'adhésion à l'Union européenne et qu'évidemment... pour être candidat dans de bonnes conditions à l'adhésion à l'Union européenne, il essaye de montrer patte blanche et de se montrer coopératif avec des pays qui sont déjà dans l'Union européenne. Mais je rappelle aussi que l'Allemagne, en 2015, et c'était Madame Merkel qui était au pouvoir en Allemagne, a négocié un accord avec le chancelier Erdogan. Alors à l'époque, c'était pas un accord d'externalisation, mais elle a quand même demandé au chancelier Erdogan, moyennant finance, de garder les migrants. Et ça s'applique aujourd'hui, de ne pas laisser partir massivement tous les migrants, comme ça avait été le cas en 2015. Et on donne beaucoup d'argent à la Turquie pour cela. Et là, on lui verse plusieurs milliards d'euros chaque année. Et là, c'est ce qui se passe avec le Rwanda, puisque le Rwanda va récupérer beaucoup d'argent. D'ailleurs, Kigali s'est félicité de cet accord. Tout à fait. Alors, les ONG sont déjà vent debout. La Cour européenne des droits de l'homme également. Marie-Christine Vergier, vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cet accord qui a été passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda? Alors, sauf erreur de ma part, en 1948, ce sont les pays européens, principalement les pays occidentaux, qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec une certaine idée derrière la tête, qu'on respecte un certain nombre de valeurs. Et cet accord ne respecte pas ces valeurs? Laissez-moi parler. Qu'on a longtemps appelé des valeurs européennes et dans lesquelles tout le monde se reconnaissait. Depuis 15 ans, 20 ans plus tôt d'ailleurs, on voit que petit à petit, un certain nombre de pays européens et même la plupart des pays européens s'éloignent de plus en plus de ces valeurs. Et cet accord, bien évidemment... Le monde a changé depuis 1948 aussi. Oui, d'accord. Le monde est de plus en plus mobile. Les personnes se déplacent de plus en plus. Les premiers à se déplacer, ce sont les Européens. Mais les Européens, on les appelle pas des migrants, on les appelle des expatriés. C'est des migrants nobles. Ceux-là, ils n'ont aucun problème. Donc moi, je suis partisane de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Donc il ne faut pas de règles, tout le monde peut se déplacer n'importe où, selon vous? Non, pas n'importe où, n'importe comment. C'est pas la position de la LDH. La LDH est pour la liberté de circulation. Et la liberté de circulation, c'est très simple. On l'a mis en œuvre. Et Monsieur Stefanini parlait à juste titre des pays des Balkans. Les pays des Balkans, depuis plusieurs années maintenant, ils ont signé dans le cadre de leur intégration dans l'Union européenne, ils ont signé des accords sur la fin des visas de court séjour. Hein, et on n'a pas eu d'afflux de personnes de ces pays-là. Alors que comparer vous dites sujet à caution, Monsieur Stéphanie, pas forcément d'accord avec. Oui, mais moi j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait non plus. Hein, on peut tricoter les choses. Vous faites la comparaison avec les expatriés français, mais pardon, un Français qui va travailler à Hong Kong, c'était pas un demandeur d'asile. Ça n'a rien à voir avec les Afghans, par exemple, puisque ce sont les premiers des demandeurs d'asile et qui viennent d'un pays qui est dirigé par les talibans. Voilà. Non, mais c'est pas tout à fait. La comparaison. Vous avez tout à fait raison de parler des Afghans. Qui sont les personnes qui meurent actuellement dans la Manche? Ce sont des Afghans, ce sont des Irakiens. Qui sont morts. Il y en a 5, dont une petite fille. Comme le 3 mars, il y a une autre petite fille qui est morte. Et moi, là, pour moi, la vie humaine, elle a le même prix, quelles que soient les personnes. Et on ne se donne pas les moyens. Monsieur Stefanini, je vous ai laissé parler. Donc il faut accueillir tous les Afghans qui viennent sur notre territoire? Examiner leur demande d'asile. Oui, ça c'est fait. Mais ceux qui... Non, parce qu'ils ne la demandent pas en France. Là, ceux qui sont aux frontières et qui traversent, ils la demandent. Et la France est le pays dans l'Union européenne qui accepte plus les demandes d'asile des Afghans. Donc, alors c'est la première. La question, c'est effectivement à quoi ça sert, puisqu'on est sur l'accord britannique, d'envoyer ces personnes au Rwanda, quelle que soit leur nationalité. C'est vraiment, mais c'est de la folie. Alors, Monsieur Stéphanie. Alors, la seule question juridique qui se pose,
c'est pas de savoir si on respecte l'article 1er de la Déclaration universelle, etc., qui est une déclaration, mais c'est de savoir si on respecte la Convention de Genève, à laquelle nous adhérons, et qui pose un principe fondamental qui est le principe de non-refoulement. Le principe de non-refoulement, c'est que on ne renvoie pas dans son pays d'origine un demandeur d'asile sans avoir examiné sa demande, et qu'on ne le renvoie pas vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. Et le projet de loi qui a été présenté par Rishi Sunak, il a été dans un premier temps censuré par la Cour suprême du Royaume-Uni parce que le Rwanda, dans un premier temps, ne présentait pas les garanties suffisantes pour être regardé comme un pays tiers sûr. Donc le Premier ministre britannique, il a négocié un traité avec le Rwanda et le Rwanda a accepté de s'engager à ne pas renvoyer les demandeurs d'asile vers leur pays d'origine. Donc c'est ça. Et qui va contrôler ça alors Comment C'est juste une c'est parole que donne le Rwanda, mais c'est un engagement de droit international qui a la même valeur que la Convention de Genève. Vous doutez là Qui a la même valeur que la Convention de Genève. Et je reviens à ce que vont faire les pays européens. Dans le pacte européen, encore une fois, figure le principe du pays tiers sûr. C'est-à-dire que les pays européens vont avoir la possibilité... Oui, il va falloir par exemple que la France désigne un pays tiers sûr alors. Oui. Après examen de leur demande. Quand même. Non, madame. Le principe, c'est pas celui-là. Le principe du pays tiers sûr, c'est que les pays de l'Union européenne auront la possibilité de déclarer une demande d'asile non recevable sur leur territoire et de renvoyer les intéressés vers un autre pays. Qui n'est pas forcément le pays d'origine de l'intéressé. Qui n'est surtout pas le pays d'origine. Qui est un pays tiers sûr dans lequel leur demande d'asile pourrait être examinée. La France pourrait, avec lequel la France pourrait passer un accord. Mais par exemple, on pourrait imaginer que la France passe un accord de ce type avec le Maroc. Le Maroc est Pourquoi la question se pose dans ces termes? Parce que la plupart des demandeurs d'asile qui arrivent en France ou qui arrivent au Royaume-Uni, ils n'y arrivent pas directement. Avant d'arriver en France ou avant d'arriver au Royaume-Uni, ils ont transité par des pays qui sont des pays sûrs du point de vue de l'asile, qui sont des pays qui soit adhèrent à la Convention de Genève, soit se sont engagés comme faire leur demande dans ces pays. Voilà, et ils avaient la possibilité de faire une demande dans ce pays. Et le principe du pays tiers sûr, ça consiste à dire à ces demandeurs d'asile, on conçoit tout à fait que vous soyez demandeur, mais vous aviez la possibilité de demander l'asile dans un pays par lequel vous avez transité. On va vous renvoyer dans ce pays. Vous pouvez demander l'asile. Vous savez très bien que la plupart se disent il faut qu'on mette un pied sur le sol européen. Après, on a forte chance de jamais être expulsé. On sait que les OQTF ne sont quasiment pas appliqués. Je vous ai dit dès le début de mon intervention. Mais est-ce que vous allez vraiment empêcher les migrants de vouloir à tout prix fouler le sol européen? En tout cas, on enverra un message de dissuasion. Je suis pas naïf. Je sais bien que ce qui attire les migrants au Royaume-Uni, c'est la présence au Royaume-Uni d'une importante diaspora de leur pays d'origine et que c'est la raison pour laquelle ils veulent aller au Royaume-Uni. Je suis parfaitement conscient qu'ils passent par la France et qu'ils se refusent à déposer une demande d'asile en France parce qu'ils considèrent que leur diaspora pakistanaise, soudanaise, afghane, elle est au Royaume-Uni. Mais voilà, je vous ai dit au début de mon intervention que les pays européens n'en peuvent plus. Ils considèrent qu'ils accueillent, qu'ils sont confrontés à une arrivée massive de demandeurs d'asile, que 90% de ces demandeurs d'asile sont déboutés, et qu'ensuite c'est très difficile de les renvoyer dès lors qu'ils ont été accueillis sur nos territoires. C'est vrai que politiquement, de toute façon, le problème se pose à tous les pays européens, avec notamment une forte montée aussi des extrêmes, parce que les gens sentent que rien n'est maîtrisé en la matière. Oui, et on voit bien d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, c'est le parti conservateur qui fait ça. C'est pas un parti qui est jugé d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est relativement... C'est la droite anglaise. C'est la droite anglaise, voilà. Qui siégeait au groupe conservateur dans lequel va siéger dorénavant M. Zemmour. Oui, mais quand même, je veux dire, en France, le débat sur le Rwanda n'est pas vraiment, pour l'instant, entré dans le champ public totalement, parce que Marine Le Pen est dans une position où elle est
très haut déjà dans les sondages, autour de 30% pour les européennes, et où elle a besoin de rassurer. Donc Marine Le Pen, quand il y a des débats qu'elle juge un peu inquiétants, par exemple quand l'AfD, qui est son allié au niveau européen, un parti d'extrême droite allemand, avait proposé dans une réunion interne quelque chose sur la remigration, c'est-à-dire l'expulsion d'Allemands d'origine étrangère, elle avait freiné des cas de fer et disait qu'elle se dissociait totalement de cette idée. Donc Marine Le Pen n'a pas forcément besoin aujourd'hui d'aller si loin et d'entrer dans ce débat. Et la proposition de Marine Le Pen, ça reste pour le moment que les demandes d'asile soient déposées dans des consulats à l'étranger. Qui est un peu quand même, un peu le même principe. Alors effectivement, un peu le même principe, mais sans dire des mots aussi inquiétants que c'est davantage. Mais la droite française dit la même chose. Dit il faudrait que les demandeurs d'asile fassent leur demande en dehors de Schengen, c'est-à-dire en dehors, avant d'arriver sur le sol européen. Moi, ça s'en rapproche. Je l'ai écrit dans mon livre. On tourne un peu. Je l'ai écrit dans mon livre, mais si le demandeur d'asile n'a pas pu ou n'a pas eu la volonté de passer par un consulat, ensuite il arrive à la frontière et c'est à la frontière que se pose la question de son renvoi éventuel vers un pays tiers sûr. Qu'est-ce qui vous choque dans la volonté des pays européens, qui est assez partagée par tous les pays, d'ailleurs quelle que soit la couleur politique, d'essayer de mieux maîtriser justement, pour peut-être mieux aussi accueillir, mieux assimiler ces populations étrangères? Non, parce que les personnes, il suffit de regarder la dernière loi sur l'immigration pour s'apercevoir que on avance en même temps sur moins d'intégration et plus d'insécurité pour les personnes qui arrivent en France. Il suffit de lire la loi. Et moi, la chose qui m'interpelle, c'est de voir comment l'Europe se replie sur elle-même. L'Europe reste, l'Union européenne, le continent européen, reste la région la plus riche du monde. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est l'augmentation du nombre de déplacés, ce que le Haut Commissariat aux réfugiés appelle le nombre de personnes déplacées, les personnes qui sont obligées de quitter leur domicile. Ces personnes-là, on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu avec l'Ukraine, on le voit aujourd'hui avec le Soudan, elles se déplacent d'abord à l'intérieur de leur pays, puis dans les pays limitrophes. L'Union européenne ne reçoit que 90% des réfugiés dans le monde. Donc on est très loin d'accueillir toute la misère du monde. Il faut arrêter avec ces discours. Est-ce que quelqu'un politiquement assume aujourd'hui de vouloir accueillir personne? Tout le monde dit qu'il faut certes prendre sa part, c'est ce que disait Michel Rocard, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Monsieur Stefanini faisait référence au pacte européen. Le pacte européen a été adopté à une majorité très très courte. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas sur cette position. Il a été aussi ce que pense. Oui, mais je sais ce que c'est. Non, la question c'était est-ce que tout le monde. Alors je réponds à la question. Mais Madame Vergiat, il y a aussi ce que souhaitent les populations. On voit aujourd'hui qu'il y a un malaise vis-à-vis de l'immigration et même un refus ou un rejet d'une bonne partie de la population. Moi, je vous invite à aller regarder un certain nombre d'études, de travaux qui sont faits sur la question. Je pense qu'on quand vous avez le Rassemblement national qui est 2 fois au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui fait 32% aux élections européennes en intention de vote, il ne faut pas dire que pour le moment, c'est une volonté massive de vouloir accueillir. Alors, moi, je ne confonds pas l'opinion publique, la population et les électeurs. Malheureusement, dans notre pays, on a de moins en moins d'électeurs. Dans une démocratie, c'est l'élection qui compte. Oui, mais ce qui fait d'ailleurs augmenter mathématiquement le score du Rassemblement national. Parce que l'électorat qui se déplace le moins, on le voit très bien dans les sondages, c'est l'électorat de gauche. Et il y a un vrai problème sur la question d'une alternative politique, notamment sur ces sujets-là. Ce qui se passe là, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que depuis plusieurs années, le droit d'asile a été dévoyé. Et d'ailleurs, ça c'est vous qui le dites. Non, ce sont les statistiques qui le disent. C'est-à-dire que dans les statistiques qui font que la France a accueilli 70 000 Ukrainiens et l'Allemagne 1 million. Et même chose par rapport aux Syriens. Je vous ai laissé parler. Je voudrais pouvoir le faire. Oui, mais vous avez beaucoup parlé par rapport à moi. En France, comme dans la plupart des pays européens, d'Ukrainiens. En France, comme dans la plupart des pays européens. 60 à 70% des demandeurs d'asile voient leur demande définitivement rejetée après l'examen par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Et ces demandeurs qui sont définitivement déboutés, on a énormément de mal, en pratique, à les renvoyer
soit dans leur pays d'origine, soit vers un pays tiers. Et c'est ça qui provoque la crispation des pays européens et qui conduit les pays européens à envisager de mettre en œuvre cette procédure du pays tiers sûr. Ça fait des années que le dossier est sur la table et le pacte européen qui a été adopté peut-être à une courte majorité, mais qui a été adopté par tous les pays de l'Union européenne et qui va donc devenir une loi qui va s'appliquer dans tous les pays de l'Union européenne, il prévoit désormais cette possibilité du renvoi vers un pays tiers sûr. Voilà, c'est une réalité. Et je voudrais ajouter juste un petit élément. La principale mesure du pacte. La principale mesure, c'est la création de zones de filtrage. Vous avez opposé le système français au système européen. La création de zones de filtrage aux frontières de l'Union européenne. Et ces zones de filtrage, elles sont calquées sur les zones d'attente. Oui, bien sûr, parce qui sont plus que douteuses d'un point de vue international. Non, madame, vous pouvez pas dire ça. C'est des zones extraterritoriales qui sont décidées par un gouvernement pour que son droit ne s'y applique pas. On parle sérieusement. Oui, moi aussi je parle sérieusement. Eh bien, relisez la jurisprudence. Et le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme ont validé la notion de zone internationale telle qu'elle fonctionne à l'aéroport de Roissy. Et je me réjouis personnellement que ce qui marche bien en France dans nos aéroports soit étendu à l'ensemble de l'Union européenne, parce que tous les pays de l'Union européenne ont la responsabilité de contrôler leurs frontières extérieures. Madame Vergiat, Monsieur Stéphanie, il y a la politique, il y a les désaccords, il y a le débat, et puis il y a les drames aussi qui se jouent quasiment au quotidien. Et c'est ce que l'on va voir dans le Pas-de-Calais maintenant avec Anne-Sophie Varmand, parce qu'il y a encore une embarcation qui malheureusement a chaviré dans la Manche avec des morts. Anne-Sophie Varmand, vous êtes à Wimereux pour BFM TV. Oui, tout à fait. Il y avait une centaine de personnes sur ce small boat. C'est un espèce de petit canot pneumatique extrêmement précaire. Alors, les personnes ont embarqué vers 5h30. Elles ont embarqué sur une plage, comme on peut voir, comme celle-ci, la plage de Wimereux. Et alors, vous l'avez dit, il y a eu un problème, une avarie moteur qui a créé un mouvement de foule sur cette embarcation. Plusieurs personnes sont tombées à l'eau et 5 ont perdu la vie. Il y avait notamment une petite fille qui est âgée entre 4 et 7 ans. C'est ce qu'a expliqué le préfet, et puis 4 adultes qui eux aussi ont perdu la vie. Alors ces personnes ont été prises extrêmement vite en charge par les secours, mais la moitié des personnes ont souhaité poursuivre leur chemin vers les côtes britanniques. Les autres, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes, ont été acheminées vers Boulogne. Concernant les faits, je vous laisse écouter le préfet au micro de Pauline Delevoye. Le bateau s'est trouvé en difficulté, le moteur a été stoppé. Je vous dis, il y a plusieurs personnes qui sont tombées à l'eau, d'où l'engagement par le préfet maritime de la baie Normandie. Et sur place, non seulement les personnes qui étaient à l'eau ont pu être secourues, mais on a constaté dans le bateau des personnes inanimées en grande difficulté. Et ce sont les six personnes qui ont été prises en charge et déposées sur la plage de Wimereux. Malgré les tentatives de réanimation, 5 d'entre elles sont donc décédées. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et association de malfaiteurs en bande organisée. Anne-Sophie Varmand à Wimereux avec Simon Pérez de Souza pour BFM TV. Nous sommes aussi avec Olivier Foll. On va le retrouver dans un instant. Il sera avec nous, qui est un pêcheur calaisien qui avait secouru des migrants. Que pensez-vous, Patrick Stefanini, de ce qui se passe toujours dans la Manche, régulièrement ces drames? C'est un drame effroyable, mais qui malheureusement se reproduit depuis maintenant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que au départ, les migrants essayaient de passer par le port de Calais. Ils essayaient de monter à bord des camions qui ensuite embarquaient sur les ferries. On a pris depuis une dizaine d'années des mesures de sécurité draconiennes dans le port de Calais. On a installé des scanners et concrètement, aujourd'hui, un migrant ne peut pas embarquer à Calais de manière clandestine à destination de l'Angleterre. C'est pas possible. Donc, ce qui s'est développé depuis 2 ou 3 ans, c'est cette technique que votre reporter a appelée la technique des small boats. Mais malheureusement, moi, quand on me parle d'un bateau dans lequel il y avait plus de 100 migrants, c'est plus un small boat. Et de toute façon, à quoi on a affaire? On a affaire à des réseaux de passeurs. Un commerce des passeurs. Un commerce des passeurs qui essayent de prospérer sur la misère des personnes dont nous parlons, qui essayent de prospérer sur la volonté acharnée de ces personnes de rejoindre leur diaspora au Royaume-Uni. Et à partir de là, si on n'envoie pas des messages de dissuasion forts,
ce type de drame se reproduira. Donc c'est la faute des passeurs. C'est vrai. C'est largement la faute des passeurs. Madame Vergiat, vous haussiez les épaules. Ça fait 30 ans qu'on sur ces motifs-là, on ferme de plus en plus les frontières. Quel est le résultat? Il y a de plus en plus de morts. Là, 27 000 en Méditerranée au cours des 10 dernières années. 12 morts depuis le début de l'année, ce qui fait déjà de l'année 2024 la deuxième année mortifère pour la Manche. Hein, plus de 200 morts en 10 ans dans la Manche. On ne peut pas être satisfait de ces restons-là. Ce n'est pas ce ne sont pas les passeurs qui font les morts, c'est la fermeture des frontières. Non. Ils font un business sur la mort. Bah oui, mais plus on ferme les frontières et plus ils ont des possibilités. Vous ne condamnez pas de les business. passeurs, c'est étonnant. Bah, je veux bien condamner les passeurs, je suis pas pour les trafiquants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils ont cette possibilité-là. Pourquoi aujourd'hui le trafic d'êtres humains? Parce que les passeurs sont des trafiquants d'êtres humains. Pourquoi le trafic d'êtres humains est aujourd'hui au même niveau que le trafic de drogue et d'armes? C'est pas parce qu'ils sont là. C'est parce qu'on ferme de plus en plus les frontières. Et plus les frontières sont fermées, plus on a besoin des passeurs, plus les migrants ont besoin des passeurs. On va retourner à Wimereux, retrouver Olivier Folch, qui est pêcheur calaisien. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'est ce pêcheur qui était venu secourir des migrants dans la Manche. Justement, c'était en novembre 2022. Bonjour Olivier Folch. Est-ce que c'est pour vous bonjour à tous. Encore une mission que vous vous assignez d'essayer de secourir des gens quand vous voyez qu'il y a encore des drames comme celui-ci? Bah, nous, à notre niveau, quand on est en mer, on essaye d'être un peu les anges gardiens, quoi. D'être bienveillant au niveau des passeurs qui passent à côté de nous avec des small boats, comme dirait madame, avec 100 personnes à bord. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Le problème, c'est que les conditions météo sont très changeantes. Et là, pour cette nuit, en fait, nous, on n'a pas pu sortir en mer ce week-end parce que la mer était vraiment mauvaise, des creux 3 ou 4 mètres. Le problème, c'est que la mer était encore agitée avec des vents dominants de mer. Et en fait, ils pensaient pouvoir passer avec un mollement, mais c'était beaucoup trop tôt. Il fallait attendre encore au moins une douzaine d'heures pour que la mer puisse se calmer un petit peu, quoi. Et c'est tous les jours qu'il y a ces tentatives, Olivier? Non, c'est des cycles en fait. Là, vous avez un cycle de vent là, qui a duré 7-8 jours. Donc en fait, les migrants, moi je suis natif de Calais. Hein. Donc moi les migrants, ça fait des années que je les côtoie indirectement parce que je les vois le matin en partant travailler comme beaucoup de Calaisiens. Et en fait, on les voit arriver avec leur sac à dos. Et en fait, on sait que quand les sacs à dos sont prêts, c'est qu'il y a des départs qui vont être donnés dans les 12 ou 24 heures. Suite à leur arrivée, quoi. Donc nous on le sait à l'avance, à peu de choses près, à quel moment ça va partir, mais c'est des cycles. Hein. Vous pouvez avoir pendant 10-15 jours aucun départ et d'un seul coup, sur 2-3 jours, il y a énormément de départs, quoi. Combien de temps mettons pour traverser la Manche à bord de ces bateaux? Alors un small boat, hein, parce qu'on en voit régulièrement, donc on les suit justement pour regarder qu'ils sont en toute sécurité. Donc on les suit sur 1 km, 2 km, 3 km, donc on est à côté d'eux. Généralement c'est 5 nœuds leur vitesse de croisière. Ils n'arrivent jamais à aller tout droit parce que avec le fort courant, il faut compter 4 ou 5 heures en moyenne et ça peut aller jusqu'à 7-8 heures. Tout dépend la force du courant et le nombre de personnes à bord. Merci Olivier Folch d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, le Royaume-Uni dit qu'avec cet accord avec le Rwanda, ils vont briser le commerce des passeurs et dissuader ces traversées de la Manche. Est-ce qu'on y croit? Il faut l'espérer, mais je voudrais rappeler que la gendarmerie française, qui contrôle nos côtes, fait toutes les nuits des patrouilles tout le long des côtes du Pas-de-Calais, mais également du département voisin, pour empêcher les départs. Donc l'autorité publique française joue son rôle en essayant de dissuader ces départs parce qu'elle sait que ces départs sont très dangereux. Prendre la mer, ça n'est pas anodin. Celui ou celle qui le fait prend un risque pour lui-même et pour sa famille. C'est effectivement prendre la mer, c'est pas anodin, mais il y a maintenant 20 ans que les accords du Touquet ont été signés. Vous êtes bien placé pour savoir ce qu'il en est. Et ces accords, depuis ce temps-là, on a sans arrêt, à chaque modification des accords, on en a rajouté sur la sécurisation. Moyennant quoi, il n'y a jamais eu autant de bateaux qui ont traversé la Manche. Donc je ne crois pas, moi, envoyer. C'est un échec. Ces politiques sécuritaires sont des échecs. Il n'y a jamais eu autant de personnes migrantes que
depuis 1990. Et depuis 1990, on n'arrête pas de durcir les positions. Quand on voit l'argent qui va être consacré par le Royaume-Uni à ces personnes, si j'ai bien vu, c'est 3 millions... c'est 2 millions d'euros pour chacun des 300 premiers migrants. Chaque migrant recevra 3 500 euros. Quoi, en fait. Oui, mais avec 2 millions d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'accueil? 2 millions d'euros par personne, c'est quand même hallucinant, quoi. Ça, pour des politiques dont on pense, on espère qu'elles seront utiles. Nous, on pense qu'il y a d'autres politiques migratoires possibles et qu'avec de l'accueil, avec des systèmes d'intégration, on peut au contraire permettre à ces personnes de s'intégrer dans la société. Il y a une autre politique migratoire qui est possible, c'est la migration légale, c'est-à-dire la possibilité pour ces personnes, alors qu'elles sont en France. Je prends l'exemple d'un migrant qui veut aller au Royaume-Uni mais qui est en France. Rien ne lui interdit aujourd'hui d'aller au consulat de Grande-Bretagne à Paris pour demander un visa d'entrée au Royaume-Uni. On sait qu'au Royaume-Uni, il y a des pénuries de main-d'œuvre, on sait que l'économie britannique a besoin de main-d'œuvre. Si la demande est formulée auprès du consulat, elle sera examinée sans que les intéressés aient à prendre le risque de traverser. C'est vrai qu'il suffit, permettez-moi, il suffit de regarder le nombre de visas obtenus par tous les ressortissants des pays d'Afrique. C'est pas possible. On peut pas répondre de cette façon-là. On peut faire le rapport des chiffres vite fait. Il y a 30 000, l'an dernier, 30 000 migrants clandestins dans la Manche et le Royaume-Uni propose la première année d'expulser 500 personnes vers le Rwanda. Donc en termes de dissuasion, ça risque quand même pas de faire réfléchir grand monde. Dans un instant, autre sujet épidermique aussi, le couvre-feu des mineurs avec bon nombre de villes qui le prennent, mineurs en dessous de 15 ans, mineurs en dessous de 13 ans. On aura l'exemple de Cagnes-sur-Mer et puis on va en débattre aussi avec des policiers.